Figurez-vous la scène suivante. Vous partagez un échange avec quelqu'un dont vous pensez être proche depuis de nombreuses années. Vous avez toujours été présent lors de ces périodes compliquées. Vous avez prêté une oreille attentive durant des heures tardives. Vous avez offert des recommandations, du soutien, de la vitalité. Pourtant, quand vient votre tour d'avoir besoin d'aide, c'est le vide total. Des communications consultées mais restées sans réponse. Des appels qui aboutissent sur la messagerie vocale. Et soudain, cette personne disparaît de votre existence comme si elle n'avait jamais compté. La souffrance devient immense, le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été exploité, de ne plus avoir aucune valeur lorsqu'on ne rend plus service à autrui. Jusqu'au moment où vous prenez une décision, vous dites stop, vous interrompez la relation, vous bloquez les accès, vous effacez les contacts, vous prenez vos distances, et là, tout votre entourage vous critique. Mon Dieu, quelle personne glaciale, quel individu centré sur lui-même. Comment peut-on agir ainsi envers quelqu'un qui vous chérit ? Pourtant, personne ne cherche à savoir ce qui vous a conduit à cette extrémité. Et si je vous révélais que pour beaucoup de gens, rompre tous les liens n'est pas une marque de dureté, mais plutôt un appel au secours de l'âme qui cherche à survivre. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la psychologie de ceux qui choisissent de prendre leur distance avec tout le monde, de ceux qui décident un jour qu'ils préfèrent l'isolement au danger d'une nouvelle désillusion. Et nous allons aborder cela en nous appuyant sur la perspective de Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'esprit humain, qui comprenait mieux que quiconque la complexité derrière nos décisions les plus douloureuses. Car au fond, celui qui rompt les attachements ne fuit pas forcément les autres. Souvent, il tente enfin de courir vers lui-même. J'ai personnellement vécu cette expérience. J'ai été cet ami qui donnait tout et recevait des bribes en retour. Je me suis senti transparent, précisément au moment où j'avais le plus besoin d'être remarqué. Et peut-être que vous aussi avez ressenti cela. Ou peut-être que vous vous trouvez de l'autre côté, ayant été écarté par quelqu'un sans comprendre les raisons. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vise à créer de la compréhension, pas du jugement, parce que la psyché humaine possède bien plus de profondeur que ce que les apparences laissent voir. Maintenant, allons comprendre ce qui se produit réellement à l'intérieur de quelqu'un qui en arrive au point de rompre avec tout son entourage. La plupart des individus qui prennent cette décision radicale ne se réveillent pas un matin sans raison en pensant « non ». C'est généralement le résultat d'années marquées par un schéma douloureux et récurrent. Ces personnes ont longtemps été celles qui portaient le fardeau des autres, celles qui répondaient à 3 heures du matin quand quelqu'un traversait une crise, celles qui organisaient, conciliaient, pardonnaient, comprenaient, absorbaient le poids émotionnel d'autrui, sans jamais rien exiger en échange. Elles constituaient le refuge sûr de nombreuses personnes. Mais quand leur propre vie s'est effondrée, quand elles ont perdu un emploi, une relation, un être cher, ou simplement traverser une période d'épuisement intense, où étaient ces gens ? Souvent ils ont disparu, certains avec des excuses, d'autres même pas ça. Et ce qui demeure, c'est une blessure ouverte. J'ai tant offert, et quand j'ai eu besoin, je ne valais même pas l'effort minimal d'un message. Jung parlait du principe de l'équilibre psychique. L'esprit humain recherche l'homéostasie, un état d'harmonie intérieure. Quand nous investissons émotionnellement de manière asymétrique pendant des années, nous créons un déséquilibre considérable. L'âme commence à réclamer une justice intérieure, et couper les ponts, aussi extrême que cela puisse paraître, surgit comme une tentative désespérée de restaurer cet équilibre. C'est comme si l'inconscient déclarait « Si personne ne va me protéger, je vais me protéger moi-même ». Il ne s'agit pas d'être le méchant de l'histoire, il s'agit de survivre à un cycle d'abandon camouflé en amitié. Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Parce que ce choix de s'éloigner arrive presque toujours accompagné d'une culpabilité énorme, d'une voix intérieure qui accuse. Mais est-ce vraiment de l'égoïsme que de vouloir protéger le peu d'énergie qui reste ? Nous allons poursuivre cette réflexion dans la section suivante, où je vais vous montrer comment tout cela se connecte avec le masque social que Carl Jung appelait la persona, et comment, lorsqu'elle se brise,
Nous préférons souvent tout couper plutôt que d'affronter la peur d'être rejeté à nouveau, simplement pour être humain. Si vous vous sentez fatigué de porter ce masque, écrivez « masque » dans les commentaires. Restez avec moi, car ce n'est que le début. Et que se passe-t-il quand cette blessure s'accumule pendant des années ? La personne commence à porter un masque de plus en plus lourd. Carl Jung appelait ce masque la persona, cette version de nous-mêmes que nous montrons au monde pour être acceptés, aimés, nécessaires. C'est la partie qui sourit même quand elle est épuisée, qui dit « quote 3 », même quand personne n'a jamais demandé « et toi, comment vas-tu ?» Beaucoup de gens qui finissent par rompre les liens ont passé toute leur vie à perfectionner une persona de sauveur, d'auditeur parfait, d'ami inconditionnel, de personne qui n'exige jamais rien, ne se plaint jamais, ne place jamais ses propres limites en priorité. Cette persona se construit dès le plus jeune âge, peut-être parce que durant l'enfance, ils ont appris qu'ils ne recevaient de l'attention que lorsqu'ils étaient utiles, ou parce qu'ils ont constaté que se plaindre amenait du rejet, ou simplement parce qu'ils ont un cœur immense et croient que l'amour véritable consiste à se donner sans mesure. Le problème est que la persona n'est pas le moi réel, elle est une adaptation. Et plus vous vivez uniquement à travers la persona, plus vous étouffez ce que Jung appelait le self, le centre profond de la psyché, la totalité de la personne que vous êtes réellement, avec vos besoins, vos colères, vos fatigues, vos désirs égoïstes. Oui, égoïstes dans le sens sain du terme. Quand ces personnes finissent par craquer, quand elles réalisent qu'elles ont donné des années d'énergie émotionnelle et qu'au moment de leur propre douleur elles sont restées seules, la persona commence à se fissurer. Et alors vient la panique. Parce que si j'enlève ce masque d'ami parfait, si je commence à dire non, si je commence à prioriser ma tranquillité, est-ce que quelqu'un restera ? Est-ce que je suis digne d'affection quand je ne suis pas en train de rendre service ? Est-ce que je mérite une place, même quand je n'aide personne ? Cette peur du rejet est ancestrale. Jung affirmait que la psyché porte des mémoires archétypales d'abandon, la peur primale d'être expulsé de la tribu et de mourir seul dans la savane. Alors pour éviter cette douleur insupportable d'être laissé derrière, pour être imparfait, la personne prend une décision radicale. Elle s'éloigne elle-même en premier. Elle coupe le contact, elle contrôle le récit. C'est comme si l'inconscient disait « c'est une illusion de contrôle, certes, mais pour une psyché blessée à répétition, cette illusion représente ce qui sépare l'effondrement total de la survie. Et le plus douloureux est que souvent, ceux qui font cela portent une culpabilité immense, parce que la persona est toujours là qui murmure. Tu es ingrat, tu blesses des personnes qui t'aiment, tu deviens quelqu'un de mauvais. Mais la vérité est qu'au fond, cette personne ne rejette pas les autres par méchanceté. Elle rejette la version fausse d'elle-même qu'elle ne supporte plus de maintenir. C'est un moment de crise profonde dans le voyage de l'âme. Jung dirait que c'est l'instant où la persona commence à se dissoudre. Et cela fait peur, parce que sans masque on se sent nu face au monde. Mais c'est aussi l'instant où quelque chose de plus grand peut commencer à naître. Dans la prochaine section, nous allons parler précisément de ce mécanisme d'abandonner avant d'être abandonné, comment il fonctionne comme une défense primitive de la psyché, et pourquoi même en paraissant froid à l'extérieur, il cache presque toujours une douleur bien plus grande à l'intérieur. Respirez profondément et continuez avec moi, car maintenant, nous allons pénétrer encore plus profondément dans cette mécanique émotionnelle que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est exactement à ce stade que la psyché active l'un des mécanismes de défense les plus anciens et primitifs qui existent, le contrôle du récit à travers l'abandon préventif. Réfléchissez avec moi. Être abandonné fait mal d'une façon presque insupportable, parce que cela nous place dans une position de totale passivité. Vous ne choisissez pas, vous n'anticipez pas, vous ne vous préparez pas. Un jour, la personne disparaît simplement, ou change, ou décide que vous n'êtes plus une priorité. Vous restez là avec la sensation de ne pas avoir été suffisant, que vous auriez pu faire quelque chose de différent, que vous avez été évalué et considéré comme jetable. Cette douleur porte un nom en psychologie. C'est la douleur du rejet imprévisible,
et elle active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique intense. Alors la psyché, dans sa sagesse primitive, développe une stratégie. Si je ne peux pas empêcher l'abandon, au moins je peux le devancer. Si je pars avant qu'il parte, je reprends le pouvoir. Je ne suis plus la victime passive, je deviens l'agent actif. C'est une protection émotionnelle extrêmement puissante, mais aussi très coûteuse. Parce qu'en réalité, celui qui s'éloigne de tous n'évite pas seulement la douleur future de l'abandon. Il évite aussi le risque d'être vu dans sa vulnérabilité. Il évite de montrer qu'il a besoin, qu'il souffre, qu'il n'est pas cette forteresse qu'il a prétendu être pendant tant d'années. Et Jung comprendrait cela parfaitement. Il parlerait de la sombra, cette partie de nous que nous refusons de montrer parce que nous croyons qu'elle nous rendra indignes d'amour. La partie qui a peur, qui se sent abandonnée, qui veut hurler. Et moi ? Quand est-ce que quelqu'un prendra soin de moi ? Mais comme cette sombra a été rejetée pendant si longtemps, quand elle émerge finalement, elle le fait de manière radicale. Elle ne dit pas « j'ai besoin d'espace pour guérir ». Elle dit « je ne veux plus personne ». Elle ne dit pas « je me sens blessé et j'ai besoin de temps ». Elle dit « tout le monde est pareil, tout le monde abandonne ». C'est la sombra qui parle, avec toute la force de ce qui a été réprimé pendant des années. Et ici nous arrivons à un point crucial que Jung répétait constamment. La sombra ne disparaît pas quand on la nie. Elle devient plus forte. Et quand elle explose, elle prend le contrôle. Alors la personne qui coupe tous les liens pense qu'elle reprend le pouvoir sur sa vie. Mais en réalité, elle laisse la sombra dicter ses choix. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Parce que reconnaître cela ouvre la porte à quelque chose de transformateur. Si je peux voir que mon isolement radical vient d'une partie blessée en moi qui crie pour de l'attention, alors je peux commencer à dialoguer avec cette partie au lieu de la laisser me contrôler. Je peux dire « Je te vois, je sais que t'as peur, je sais que t'as été abandonné, mais couper tout le monde ne va pas guérir cette blessure. Ça va juste te garder prisonnier d'elle. » Et c'est là que commence le véritable travail jungien. L'intégration de la sombra. Pas la nier, pas la détester, pas la supprimer, mais dialoguer avec elle, comprendre ce qu'elle protège, quelle peur elle porte, quels besoins elle exprime de manière déformée. Quand quelqu'un fait ce travail, quand il commence à regarder en face la partie de lui qui a si peur d'être abandonnée qu'elle préfère tout détruire d'abord, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'urgence de fuir diminue. La culpabilité commence à se transformer en compassion envers soi-même. La solitude cesse d'être une punition et devient un espace de guérison. Et c'est précisément dans ce silence, dans cette pause des relations, que peut commencer à émerger quelque chose que Jung appelait le self authentique. Pas la persona du sauveur, pas la sombra terrifiée, mais la personne entière, avec ses lumières et ses obscurités, avec sa capacité de donner et son droit de recevoir, avec son désir de connexion et son besoin légitime de solitude. Celui qui fait ce voyage ne fuit plus les autres. Il se rencontre lui-même. Et celui qui se rencontre vraiment soi-même devient quelqu'un qui n'a plus besoin de relations pour se sentir complet, parce qu'il est déjà complet. Et paradoxalement, c'est exactement cette personne qui peut revenir à se connecter de manière authentique, sans masque, sans peur d'abandon, parce que la peur de rester seul a perdu son pouvoir. Dans la section suivante, nous allons clore cette réflexion en regardant les deux côtés de l'histoire, parce que celui qui rompt les liens n'est pas le seul à souffrir. Celui qui est écarté porte aussi une blessure profonde. Et Jung nous enseigne que pour comprendre l'autre, nous devons souvent d'abord comprendre la partie rejetée en nous-mêmes. Et nous voici arrivés au point où la compréhension doit s'ouvrir aux deux côtés du pont qui a été rompu. Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé principalement de celui qui coupe, de celui qui atteint sa limite, de celui qui se protège, de celui qui plonge dans la solitude pour essayer de se retrouver. Mais il existe l'autre côté de l'histoire. Celui qui est écarté, qui se réveille un jour et découvre que la personne qu'il considérait importante a simplement disparu, sans explication claire,
sans dispute finale, sans possibilité de dialogue. Et la question qui reste en boucle est: cette douleur est également réelle, et elle est profonde. Oui, celui qui est mis à distance revit souvent la même blessure ancienne d'abandon, peut-être de l'enfance, peut-être de relations passées, et interprète la rupture comme preuve qu'il n'est pas suffisant, n'est pas aimable, ne mérite pas de rester. L'esprit commence à faire ce que l'esprit fait quand il est blessé. Il remplit le silence avec des récits douloureux. J'ai dû être ennuyeux, j'ai dû trop exiger, j'ai dû être égoïste sans m'en rendre compte. Et alors l'estime de soi s'effondre. La confiance envers les autres se fragilise encore plus, et la peur de s'approcher de quelqu'un de nouveau grandit. Jung nous dirait qu'à ce moment-là, la psyché de celui qui est écarté est également confrontée à sa propre sombra, mais sous un angle différent. La sombra ici peut être la partie que la personne ne veut pas voir en elle-même. Peut-être la partie qui, sans s'en rendre compte, s'est habituée à recevoir sans donner dans la même mesure. Peut-être la partie qui a idéalisé la relation et ignoré les signes de déséquilibre. Je ne dis pas que celui qui est écarté est toujours coupable. Absolument pas. Souvent, la rupture se produit justement parce que la personne qui s'est éloignée ne parvenait plus à exprimer ses besoins sans se sentir jugée ou rejetée. Mais ce que Jung nous invite à faire, c'est d'arrêter de demander seulement « pourquoi il m'a fait ça ?», et de commencer à demander aussi « l'empathie véritable ne signifie pas être d'accord avec le comportement de l'autre. Elle signifie reconnaître que les deux côtés souffrent et que les deux côtés tentent, d'une certaine manière, de protéger quelque chose de sacré en eux. Celui qui coupe protège sa propre santé mentale après des années d'épuisement. Celui qui est écarté protège sa propre dignité après s'être senti jetable. Les deux sont dans la douleur, les deux tentent de survivre, et les deux sont souvent piégés dans le même piège. L'illusion que l'autre est responsable de la paix intérieure. Jung affirmait que l'individuation n'est jamais seulement individuelle. Elle se produit dans les relations, même dans celles qui se terminent. Parce que chaque fin, chaque rupture, chaque rejet est un miroir qui nous force à regarder ce que nous n'avons pas encore intégré. Si nous parvenons à regarder sans blâmer l'autre et sans nous blâmer entièrement, surgit la possibilité d'une guérison mutuelle. Pas nécessairement une réconciliation, ce n'est pas toujours possible ou sain, mais une compréhension, une acceptation que la psyché humaine est complexe, contradictoire, blessée, et que personne n'est le méchant absolu de l'histoire de l'autre. Donc, si vous êtes du côté de celui qui a coupé, permettez-vous de ressentir la culpabilité sans vous y noyer. Demandez-vous ce que cette culpabilité protège. Demandez-vous ce que votre solitude vous demande de regarder. Si vous êtes du côté de celui qui a été écarté, permettez-vous de ressentir la douleur sans la transformer en haine éternelle. Demandez-vous ce que ce rejet révèle sur des parties de vous qui ont encore besoin d'accueil. Dans la dernière section, nous allons clore cette réflexion avec ce que Jung considérait comme le grand objectif de tout ce voyage. La possibilité de devenir entier, et à partir de là construire des relations qui ne dépendent plus de masques, de performance ou de peur d'abandon. Parce que la rupture n'a pas besoin d'être la fin, elle peut être le début de quelque chose de beaucoup plus vrai. Restez avec moi jusqu'à la fin. Nous arrivons au point où la douleur commence à prendre du sens et où l'espoir cesse d'être un joli mot pour devenir une possibilité réelle. Et finalement, nous arrivons au cœur de tout cela, le chemin de l'individuation, le grand objectif que Carl Jung voyait comme le sens le plus profond de la vie humaine. L'individuation n'est pas devenir parfait, ce n'est pas devenir meilleur que les autres, ni plus spirituel, ni plus productif. C'est devenir entier, c'est intégrer la persona lumineuse avec la sombra obscure, le désir de connexion avec le besoin de solitude, la capacité de donner avec le droit sacré de recevoir, et de dire non quand c'est nécessaire. Celui qui traverse le processus que nous avons décrit, l'épuisement, la rupture radicale, la plongée dans la solitude, la confrontation avec la sombra, est souvent, sans le savoir, au milieu de ce voyage alchimique.
La rupture n'est pas la fin de l'histoire, elle peut être le point de bascule. Parce que quand la personne émerge du silence, n'étant plus dépendante de l'approbation externe, n'étant plus otage de la peur d'abandon, quelque chose change pour toujours. Elle cesse d'attirer des relations asymétriques parce qu'elle cesse d'offrir une énergie illimitée sans limite claire. Elle cesse de craindre la solitude parce qu'elle a appris à se tenir vraiment compagnie. Elle cesse de projeter sur les autres la responsabilité de sa propre paix parce qu'elle a trouvé en elle un centre qui ne s'effondre pas facilement. Et paradoxalement, c'est exactement cette personne entière, imparfaite, consciente de ses propres limites et de ses propres sombras, qui devient capable de relations plus profondes et véritables. Pas des relations basées sur une performance émotionnelle, sur des masques, sur la peur de perdre. Des relations basées sur un choix conscient, sur une présence réelle, sur un respect mutuel. Jung affirmait que la rencontre avec le self transforme tout, et il a raison. Parce que quand vous vous rencontrez vous-même, l'autre cesse d'être un besoin désespéré et devient une belle possibilité. Alors si vous vous reconnaissez dans cette histoire, que ce soit comme celui qui a coupé, comme celui qui a été écarté, ou comme celui qui est au milieu du silence maintenant, sachez ceci. Votre douleur n'est pas vaine. Elle est la matière première pour quelque chose de plus grand. Elle est l'invitation de votre psyché à grandir, à intégrer, à devenir qui vous êtes réellement. Ne vous pressez pas, ne vous culpabilisez pas trop, ne forcez pas des réconciliations qui ne sont pas authentiques. Demandez-vous simplement avec gentillesse chaque jour « Que demande mon âme aujourd'hui ? Quelle partie rejetée en moi a besoin d'accueil maintenant ? Quelle limite dois-je honorer ? Quelle connexion puis-je nourrir sans m'annuler ? » La réponse vient lentement, mais elle vient. Et quand elle viendra, vous réaliserez que rompre les liens ne vous a pas détruit. Cela vous a libéré pour quelque chose de plus vrai, avec vous-même et éventuellement avec les autres. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Ce sujet est lourd, mais il est aussi libérateur. Vous n'êtes pas seul. La psyché humaine est complexe, mais elle est aussi incroyablement résiliente, et vous méritez la paix. Une paix qui vient de l'intérieur, que personne ne peut vous retirer. Si vous choisissez votre propre paix, écrivez « ma paix » dans les commentaires.